qui sont morts par les policiers. On va mettre la vidéo. La crainte de l'embrassement. C'était hier. On va maintenant partir aux États-Unis où la colère gronde. Deux Amériques se font face en ce moment même dans l'État du Minnesota, mais cette colère commence à gagner le reste du pays. Vous allez voir ces images de ces dernières heures à Minneapolis où, on le rappelle, hier, un homme a été tué en pleine rue. Il s'appelait Alex Pretty. Il avait 37 ans, il était infirmier. Il s'est fait tirer dessus par l'ICE, la police de l'immigration dirigée par Donald Trump. C'est déjà la deuxième personne tuée depuis le début du mois. Dans un instant, nous irons sur place avec notre journaliste. Mais d'abord, que s'est-il passé dans la ville de Minneapolis il y a 24 heures? Le gouvernement et les autorités locales s'affrontent sur les responsabilités de ce drame. Alex Pretty avait-il l'intention d'utiliser son arme? Était-il dangereux? Faisons le point avec Alice Bouton et Pauline Sarafi. Il est devenu le visage de la colère américaine. Alex Pretty, infirmier de 37 ans, tué hier lors d'une manifestation. Il est 9 h du matin à Minneapolis. Plusieurs habitants filment une opération de la police aux frontières contre des migrants. Parmi eux, Alex Pretty, ici en manteau marron. La situation se tend quand cette femme est poussée au sol par un agent. Alex Pretty intervient, les mains en l'air. Les policiers l'aspergent de gaz lacrymogène. Il est maîtrisé par plusieurs hommes. Quelques secondes plus tard, un des policiers sort son arme et ouvre le feu. 10 coups sont tirés. Alex Pretty décède sur place. Encore traumatisé, son ami en est persuadé, il n'aurait pas dû mourir. Il défendait quelqu'un. Absolument, il défendait cette femme pour l'aider. Pour l'aider à sortir de cette situation. N'aurait-il pas pu épargner la vie de mon ami ? Bien sûr, ils auraient pu l'épargner. Il n'était vraiment pas nécessaire de le tuer. De leur côté, les autorités affirment qu'Alex Pretty était armé et se montrait menaçant. Selon elles, il détenait ce pistolet semi-automatique pour lequel il avait une licence. Il était présent. Il a apporté une arme semi-automatique lors d'une émeute. Il a agressé des agents fédéraux. Et à un moment donné, ils ont vu cette arme. Pourquoi apporter une arme et agresser un agent fédéral si vous n'avez pas l'intention de blesser, de retarder ou d'entraver cet agent fédéral avec une arme? Mais l'analyse des vidéos contredit en partie cette version. Sur celle-ci, l'agent semble d'abord désarmer Alex Pretty. Les coups de feu résonnent ensuite. Une enquête indépendante a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort. Et on retrouve tout de suite Jérémy Père depuis Minneapolis. Bonsoir Jérémy, vous êtes sur place pour BFM TV. On sait qu'aujourd'hui des milliers de personnes sont descendues dans les rues et en ce moment même, derrière vous, il y a un rassemblement silencieux. Oui, absolument. Sur les lieux où Alex Pretty a été tué hier par la police de l'immigration, par la police ICE ici aux États-Unis. On va vous montrer avec Juan Valencia. C'est un recueillement où tout au fur et à mesure de la journée, des gens passent, restent ici très silencieux, font parfois des prières, déposent des fleurs et viennent en famille. On a pu voir des parents avec des enfants déposer des fleurs. Et puis surtout, il y a beaucoup de messages sur les pancartes. À au mort, combien encore en plus sous-entendu vont-ils être tués par la police de l'immigration américaine ICE, puisque Alex Pretty est la deuxième personne qui a été tuée en quelques semaines seulement ici à Minneapolis. Il y a moins de 3 semaines, c'est Renee Gould, une femme qui a été tuée aussi par la police de l'immigration américaine ici à Minneapolis. Quand on discute avec ces personnes, il y a beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de colère. Et c'est ce qu'ils ont exprimé lors de la manifestation qui a eu lieu dans le centre-ville de Minneapolis cet après-midi, où des milliers de personnes ont bravé le froid, parce qu'il fait près de moins 20 degrés ici en ce moment à Minneapolis, pour demander aux autorités fédérales de renvoyer la police de l'immigration hors de l'État du Minnesota. Mais elles sont toujours actives, ces agents de la police de l'immigration. Ils ont mené des interpellations dans le sud de la ville aujourd'hui et surtout, ils ont expliqué lors des conférences de presse qu'ils ont tenues hier et aujourd'hui, qu'ils allaient continuer de rester ici pour essayer
d'arrêter le plus de migrants illégaux criminels, disent-ils, le plus possible dans les prochains jours. Un bras de fer qui commence donc entre Donald Trump et le gouverneur démocrate de cet État du Minnesota, qui demande lui aussi depuis plusieurs semaines à ce que cette police quitte son État ici dans le nord de l'Amérique. Merci beaucoup Jérémy Père en direct de Minneapolis pour BFM TV. Rokhaya Diallo, vous qui connaissez parfaitement cette société américaine, est-ce que vous pensez que cette colère pourrait retomber si Donald Trump ne change rien? Ce qui est fort probable d'ailleurs. Il y a la décision de faire du Minnesota aussi un emblème. Le gouverneur du Minnesota, c'est quelqu'un qui est considéré comme une personne hostile à Donald Trump. Et il y a une dissension aussi bien politique, idéologique que personnelle. Et Minneapolis, c'est une ville qui n'est pas neutre parce que c'est une ville qui a connu de nombreuses vagues de protestations. C'est la ville où a été tué George Floyd en 2020. Et avant que George Floyd ne soit tué par la police, d'autres personnes afro-américaines avaient été victimes de meurtres policiers. C'était le cas de Philando Castile en 2016 et un an avant, un jeune homme qui s'appelait Jamar Clark, qui lui avait été aussi tué par la police. Donc à Minneapolis, il y a des antécédents. Il y a des antécédents et il y a aussi une culture de l'activisme pour les droits civiques qui est liée à ces cas qui s'est constituée depuis un certain temps. Donc les mobilisations qui ont lieu aujourd'hui, elles ont lieu sur un terrain qui est propice à la protestation contre des injustices systémiques et institutionnelles. Et c'est pour cette raison-là que les gens sont autant mobilisés, parce que c'est une ville qui a subi des traumatismes importants et qui aujourd'hui est assez mobilisée, organisée, structurée pour que les personnes non seulement protestent dans la rue, mais aussi des habitants se fassent aussi des barrières contre ces traques migratoires qui sont organisées par les troupes, les patrouilles fédérales. Et on sait que ce que l'on vit est particulièrement important en ce moment aux États-Unis quand on voit la déclaration de Barack Obama. C'était il y a à peine 1 heure. Regardez ce qu'il a dit ces dernières heures. Donc, le meurtre d'Alex Pretty est une tragédie bouleversante, c'est ce qu'écrit Barack Obama. Il devrait aussi servir d'avertissement à chaque Américain sans distinction d'appartenance politique quant au fait que nombre de nos valeurs fondamentales en tant que nation sont de plus en plus menacées. Stéphane Bureau, on sait que Barack Obama prend rarement la parole. C'est vrai. Là, il l'a fait ce soir. À dose homéopathique en général. Il l'a fait probablement parce que l'heure est grave. Ça pourrait être un point de bascule. On en parlait plus tôt sur un autre plateau, je suis de ceux qui sont convaincus que le grand froid et la neige des dernières heures ont probablement préservé la paix sociale aux États-Unis, parce que s'il faisait chaud... Donc Donald Trump peut dire merci à la tempête. D'une certaine façon, sinon la paix sociale peut aujourd'hui se réjouir de ce qu'on n'était pas en juin ou en juillet, comme aux États-Unis, on a connu de grands moments de manifestations, sinon même d'émeutes, qui avaient dégénéré. C'est arrivé dans les années 60, dans les années 70, ça s'est repassé aussi dans les années 90. Donc, d'une certaine manière, je pense que oui, la météo a permis d'apaiser temporairement. Je crois que ça pourrait être ce qui s'est passé hier, un point de bascule, qui pourrait entraîner davantage de manifestations, puis de manifestations qui pourraient mal tourner. Parce que on est à un point de bascule. Alors, c'est toujours là aussi très difficile de se prononcer. Si j'avais une boule de cristal... C'est quand même ce que vous venez de dire. Je le sens comme ça. Je pense que ça fait plusieurs fois qu'on pousse les limites. Et alors, il faut voir, évidemment, c'était bien souligné, le Minnesota, on veut en faire un exemple. C'est le cœur du progressisme aux États-Unis. C'est l'État depuis 40 ans qui, en termes de réfugiés par habitant, a le ratio le plus élevé. Il y a une affaire aussi qui a beaucoup marqué les esprits aux États-Unis, de corruption, de détournement de fonds. On parle de 250 millions de dollars. Obama, peut-être 1 milliard, lié... 19 milliards, a dit Trump à la gauche, parce que lui, il manie les chiffres. Il va toujours alors l'hyperbole avec Trump, évidemment... Il faut faire attention avec les chiffres donnés. Mais c'est associé à la communauté somalienne, donc à des gens qui peut-être seraient sans papier. C'est pas un hasard si aujourd'hui il y a 3000 policiers fédéraux, ces policiers spéciaux de ICE et de la police des frontières, alors que les policiers municipaux pour les deux villes de Minneapolis et Saint-Paul, on parle de 600-700 policiers. Donc, ils sont totalement débordés. On fait le choix d'ailleurs de se retirer. Donc, ces policiers sont un peu comme en situation de guerre. Ils sont entourés continuellement, c'est vrai, de citoyens qui viennent documenter ce qu'ils font, qui alertent les quartiers quand ils arrivent. Il y a vraiment une volonté d'en découdre. Et pour Donald Trump, c'est absurde de notre côté de l'Atlantique, mais je crois qu'il y a une théâtralisation de tout ça qui est politiquement très payante. C'est la démonstration qu'il fera tout ce qu'il faut faire, quoi que ça coûte, pour d'abord remplir cette promesse. La première était de fermer hermétiquement la frontière. Il a réussi de ce point de vue-là aussi, mais aussi d'expulser tous les sans-papiers des États-Unis. Et on parle de centaines de milliers par année. À ce jour, par ailleurs, le record appartient à Barack Obama. On n'en parle pas souvent. C'est lui qui a
réussi à expulser le plus grand nombre de sans-papiers, mais avec une méthode qui était toute différente. C'est pour ça que dans ce communiqué, il est relativement prudent. C'est-à-dire que là où chez les démocrates, il y a quand même une hostilité au principe même de cette police contre l'immigration et à sa virulence, Barack Obama, il laisse entendre quand même qu'il y a quand même une nécessité de contrôler l'immigration parce qu'il couvre son propre bilan qui était absolument vraiment imposant, quoi. Et qui, du point de vue de plusieurs communautés, est très surprenant parce qu'on votait pour un président justement progressiste que sur ces enjeux ferait autrement. Or, ça a été probablement celui qui a été le plus radical, si c'est le bon mot. Alors c'est vrai qu'il y a deux versions qui s'opposent radicalement concernant la mort d'Alex Pretty. Je voudrais vous soumettre une toute nouvelle vidéo qui nous parvient avec un autre angle. Cette fois, cette vidéo est tournée depuis la voiture, le véhicule qui se trouve juste devant l'altercation. Est-ce qu'on pourrait la décrypter ensemble, Thierry Arnaud? Alors autour, là, ce sont donc des agents fédéraux, ceux qui sont masqués et cagoulés. Oui, ce sont les agents fédéraux de la police de l'immigration. Donc quelques secondes plus tôt avant ces images, Alex Pretty s'est porté au secours de deux femmes qui étaient interpellées sur le point de l'être par un agent de cette police de l'immigration. Il y en a une qui est bousculée, qui est poussée vers le sol, et à ce moment-là, il s'interpose. Le premier geste de cet agent est de l'asperger de gaz lacrymogène avec une bombe qu'il tient dans la main. Il cherche à préserver, à protéger cette personne qui est au sol. Et à partir de ce moment-là, de nouveaux agents de la police arrivent, le saisissent, le précipitent vers le sol et on le voit accroupi. Il prend beaucoup de coups, ce que confirment les images qu'on a sous les yeux. Et selon les témoins en particulier, on utilise cette espèce de bonbonne de gaz lacrymogène pour lui taper dessus. Et puis, à un moment donné, un premier coup de feu retentit, suivi par une rafale de coups de feu. On en entendra une dizaine au total. Évidemment, le point crucial, ce que ne montrent pas ces images, c'est la question de savoir à quel moment il est désarmé, puisqu'il est confirmé qu'il portait sur lui une arme de manière parfaitement légale, puisqu'il avait un étui et un permis. Il avait le droit d'avoir cette arme, effectivement. Et sur, en tout cas, plusieurs images, en fait, plusieurs grands médias américains ont fait de l'image par image, vraiment une étude plan par plan de ces vidéos prises sur tous les angles. Et il y a plusieurs de ces vidéos qui montrent une main, à un moment donné, qui saisit l'arme, qui la retire de la ceinture, et ce qui vient accréditer la thèse selon laquelle, au moment où il est tué, il n'est en réalité plus armé. Donc vous aviez raison de dire... Et il ne tente pas de s'attaquer aux policiers. C'est pour ça que vous aviez raison de dire qu'il y a deux versions totalement incompatibles qui s'affrontent. Il y en a une qui dit c'est un homme qui était dangereux, qui était armé et qui s'apprêtait à faire feu sur les policiers. Il était venu pour tuer, dit la ministre Kristi Noem. Aucune image ne vient attester cette thèse, alors qu'à l'inverse, la thèse selon laquelle il a été désarmé puis tué est évidemment rendue crédible par ces images qui ont été étudiées, encore une fois, plan par plan et étudié par plusieurs grands médias, le New York Times, le Washington Post, CNN, le Wall Street Journal, qui tous, après avoir étudié dans le détail ces images, parviennent à la même conclusion. Qu'est-ce qui vous fera, Bertrand Galichet? J'ai regardé la vidéo qui a été diffusée par le Washington Post et qui effectivement montre très clairement, pour autant que l'on puisse voir sur les images, mais comme effectivement ça a été présenté au ralenti et avec un découpage très précis, la victime est désarmée bien avant, enfin plusieurs secondes avant que les coups de feu retentissent. Et ce n'est pas la personne qui le désarme qui lui tire dessus, c'est un autre agent de l'immigration qui, semble-t-il, un ou deux tireurs qui ont ouvert le feu sur Alex Pretty. Mais la réalité, quand même, juste pour dire un mot sur l'émotion que ça suscite. Alors effectivement, le contexte a été rappelé, et c'est vrai que Minneapolis et cet État du Minnesota sont quand même extrêmement emblématiques, mais emblématiques pour les deux camps, je dirais. C'est-à-dire qu'à la fois pour les protestataires, et ça explique aussi leur résilience et leur volonté, malgré les conditions climatiques que l'on sait, mais aussi dans le camp républicain, pour dire que, regardez, finalement, on en rajoute, c'est-à-dire qu'on ne fait pas dans l'excuse, on ne fait pas dans la demi-mesure. On dit, au fond, celui qui a été abattu par la police, c'était quelqu'un qui avait des intentions criminelles. Ça va quand même très loin. Quand on écoute ce que dit Stephen Miller, le conseiller à la sécurité intérieure, c'est quand même d'une violence extraordinaire. Et puis, un dernier point qui est peut-être difficile à comprendre ici en Europe, c'est pourquoi Alex Pretty était armé,
alors qu'il participait à une manifestation. On n'a pas l'habitude en Europe, et notamment en France, d'avoir des manifestants qui sont armés. Alors, ce qu'il faut dire de manière importante, c'est qu'il est armé, qu'il a un permis qui lui permet d'être armé et qu'il n'y a rien qui interdise aux personnes d'aller à des manifestations avec une arme. Et donc, le fait que il est avéré que les agents se sont emparés de son arme, ils l'ont fait de manière illégale. En fait, ils n'ont pas le droit de saisir une arme qui est détenue légalement par une personne qui n'en fait pas usage de manière menaçante. Et ce qu'il faut dire qui est aussi important, c'est que plusieurs lobbies pro-armes demandent au gouvernement d'investiguer parce que, pour eux, c'est une menace à la liberté des Américains et des Américaines de détenir une arme en vertu du deuxième amendement. Et ça, c'est vraiment important de rappeler que les gens qui sont habituellement des soutiens de Trump, qui sont pro-armes, considèrent que ce qui s'est passé là peut menacer la liberté de tous les Américains à disposer des armes. Dans son propre camp. Absolument. Oui. Non, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, pour moi, un des développements majeurs des toutes dernières heures, et ça complète ce que disait Rokhaya à l'instant, c'est qu'on voit des républicains commencer à protester. Je voudrais aussi vous en citer quelques-uns. Le gouverneur du Vermont, qui est un républicain, et qui dit ça suffit, il n'est pas acceptable que des citoyens américains soient tués par des agents fédéraux. Au mieux, il s'agit d'un échec complet. Au pire, c'est une intimidation délibérée qu'il considère donc comme catastrophique. C'est Phil Scott, le gouverneur du Vermont. Et donc le président américain devrait les suspendre. Et la mort des Américains telle qu'on la voit à la télévision provoque une inquiétude profonde et des interrogations profondes sur les tactiques et la responsabilité du gouvernement fédéral. Ça, c'est le gouverneur, toujours républicain, de l'Oklahoma qui le dit, qui est également le président de l'association des gouverneurs. Même réaction et condamnation de la part du sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, qui est quand même assez proche de Donald Trump. On peut citer également, toujours un républicain, le sénateur de Caroline du Nord qui s'appelle Tom Tillis. Alors lui, il a un peu pris ses distances avec Donald Trump, notamment sur le Groenland aussi. Mais enfin, vous voyez ces élus qui sont quand même des élus de poids, et cette liste qui s'allonge dans le camp républicain, qui commence effectivement à condamner ce qu'ils ont vu, et surtout, tous d'une même voix pour le coup, à dire à Donald Trump, ça suffit, il faut que ça s'arrête, on ne peut plus avoir ces images de policiers qui tirent comme ça sur des gens. Et il faut comprendre, pour compléter ce que disait Rokhaya, et j'en terminerai là, qu'on touche à deux points qui sont sacrés pour les Américains. Le premier amendement à la Constitution, c'est la liberté d'expression, donc le droit d'aller manifester. Et ça, c'est absolument fondamental. Le deuxième amendement, c'est le droit de porter des armes, alors qui dépend selon les règles que fixe chaque État, mais en l'occurrence, celui du Minnesota autorisait le port d'armes. Et donc là, au-delà de l'atrocité des images, du fait qu'on tue quelqu'un, il y a des principes qui sont vraiment fondamentaux pour les Américains qui sont remis en cause. Oui, alors on l'a vu, c'est le choc évidemment dans le Minnesota. Est-ce que c'est aussi le choc dans tous les États-Unis? Et je voudrais poser la question à Axel Monnier. Bonsoir Axel, vous êtes notre correspondant à Washington. Est-ce que cet événement finalement trouve une résonance dans tous les États-Unis? Qu'est-ce qu'on en dit dans la presse américaine par exemple? Oui, effectivement, il trouve une énorme résonance, d'autant plus que, vous savez, il y a plus de la moitié du pays qui se retrouve, vous le voyez, sous une alerte neige, une tempête hivernale très forte. 160 millions d'Américains qui, en gros, sont chez eux et qui, du coup, regardent les chaînes info depuis hier. Il y a aussi le fait que, depuis la mort de René Good, il y a eu un sondage qui montrait que les 2/3 des Américains ne comprennent pas à quoi sert ICE et ses agents de l'immigration. Et surtout, ils trouvent qu'ils vont beaucoup trop loin dans leur façon de gérer l'immigration. Donald Trump est vraiment face à un problème, comme le disait Thierry Arnaud. Effectivement, il y a une levée de bouclier au sein même du camp républicain. Il y a des élus qui désormais réclament une enquête indépendante parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'administration actuelle pour faire la lumière sur ce qui s'est passé exactement. Et ça ne touche pas seulement l'immigration, effectivement, ça touche aussi le port d'armes. Il y a beaucoup de choses et en fait, on a l'impression qu'on retrouve la même fragilité de l'administration qu'il y a quelques semaines lorsqu'il s'agissait de mettre au jour les documents de l'affaire Epstein. Donald Trump voyait une opposition
au sein du Parti républicain se faire jour, et bien là, c'est un petit peu la même chose. Et c'est la preuve qu'à quelques mois des élections de mi-mandat qui s'annoncent pas terribles pour l'instant pour Donald Trump, qui est vraiment très critiqué sur la scène intérieure avec une cote de popularité au plus bas à seulement 38%, c'est la preuve qu'il y a de plus en plus de fissures au sein de ce Parti républicain actuellement et que désormais les élus n'hésitent plus à prendre la parole sur des sujets qui leur parlent. C'est sans compter évidemment les démonstrations, les manifestations très nombreuses côté démocrate. Il y a eu plus d'une dizaine de villes hier, des manifestations spontanées à San Francisco, à New York, ici, à Washington, dans des plus petites villes comme Providence. Bref, il y a quelque chose qui se passe peut-être, et c'était justement le titre d'un article de USA Today, c'est peut-être le point de bascule pour l'administration de Trump avec la mort d'Alex Pretty. Merci beaucoup Axel Monnier en direct de Washington. Il emploie des mots forts, il parle de point de bascule, en tout cas c'est ce qui est dit dans la presse. Et je pense que vous voulez me parler de la déclaration de Donald Trump il y a quelques instants. Voilà, allez-y Thierry. Et on sent bien que voilà, le sujet est en train de monter parce qu'il choisit de s'exprimer par un long message de nouveau et pour rappeler effectivement, comme on le voit à l'écran, le gouverneur Walz, le maire Frey et tous les gouverneurs et maires démocrates des États-Unis à coopérer formellement avec l'administration Trump, puisque l'explication qu'il donne dans un autre long message consiste à dire que partout où cette coopération existe, et comme par hasard dans les États républicains en particulier, comme le Texas, la Géorgie, la Floride, le Tennessee ou la Louisiane, ICE a arrêté, dit-il dans cet autre message, 150 245 étrangers illégaux au cours de la dernière année avec 0 manifestation. Pourquoi ? Parce que la police locale et ICE coopèrent et travaillent ensemble. Donc il se justifie. Donc oui, et surtout il renvoie la balle dans le camp de ses adversaires démocrates en expliquant que la raison pour laquelle on en arrive à cette situation, de son point de vue, dans l'État du Minnesota, c'est parce que le gouverneur Walz, qui était, on le rappelle, le colistier de Kamala Harris, démocrate, Jason Frey, qui est le maire de Minneapolis, et donc les responsables de la police de Minneapolis, entravent l'action de cette police fédérale. Et c'est cette espèce de bras de fer qui dégénère et qui place ces policiers fédéraux dans cette situation qui les ont conduits à tirer sur cet homme. Donc voilà le président qui se défend, qui se rend compte que cette affaire est en train de devenir un problème pour lui, et donc il recourt à son moyen de communication favori pour dire que, évidemment, on n'attendait pas autre chose de sa part, il n'y est pour rien, ce sont ses adversaires politiques qui sont responsables de cette situation, et l'explication, dit-il, c'est que la police locale, sous l'autorité des démocrates, gouverneurs et maires, refuse de coopérer avec la police fédérale et de lui permettre de faire son travail, c'est-à-dire d'arrêter et d'expulser les immigrants en situation illégale. Donc finalement, ce soir, il y a quelques instants, Didier Verly, Donald Trump ne calme pas du tout le jeu, il persiste et signe. Non, mais ce qui est effrayant, vous aurez noté que dans tous ses communiqués, dans toutes ses interventions, depuis cette affaire, et déjà depuis le premier meurtre de René Good, à aucun moment... Cette Américaine de 37 ans qui a été tuée dans son véhicule. À aucun moment, le président des États-Unis n'a appelé à une enquête. À aucun moment, il n'a utilisé les mots qu'on entendrait immédiatement ici en France ou en Europe, à savoir la nécessité de la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet pour Donald Trump. Donc en disant cela, il y a deux effets, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le premier effet, c'est qu'il accorde de facto, parce qu'il est président des États-Unis, une impunité totale à ses agents, puisqu'ils ne tombent pas sous le coup de la loi et sous le coup d'une enquête. Donc ça ne peut que renforcer, j'allais dire, la chasse à l'homme qui est menée par ces gens, par ICE, leur sentiment d'impunité. Et le deuxième élément, il faut bien aussi l'avoir en tête, la volonté, c'est d'instiller la peur. C'est d'instiller la peur dans le camp d'en face. Parce que si vous êtes un activiste, et il y en a aux États-Unis, on le voit avec ces manifestations, il y a des réseaux d'entraide également aux migrants, vous risquez quoi ? Le message, c'est vous risquez d'être tué, ni plus ni moins. Donc on est face à un président des États-Unis qui justifie, comme l'a fait la ministre de l'Intérieur, Kristi Noem, le permis de tuer donné à des agents fédéraux alors qu'on est dans un état de droit et que le premier réflexe devrait être d'exiger une enquête, ce qu'il ne fait pas. Donc là, ça leur donne raison. Donc on peut imaginer que ça va continuer. Ça va même plus loin, parce qu'en fait, que ce soit pour René Good ou pour Alex Pretty, il les a accusés de terrorisme intérieur. C'est-à-dire que sans enquête, en fait, on leur a accordé, on les a affublés d'un label qui laisse entendre en fait qu'ils sont hostiles à leurs propres institutions et que ce qui s'est passé finalement était justifié par leur comportement, alors même que l'enquête n'a pas donné de résultat.
Il faut rappeler que là, effectivement, ce sont des citoyens américains qui sont morts, mais que cette police de l'immigration traque de manière très très massive des personnes qui sont étrangères ou présumées étrangères et que de nombreuses personnes américaines, alors celles-ci sont mortes et sont blanches, mais des personnes par exemple natives américaines ou américaines, par exemple musulmanes, de manière visible, qui portaient des foulards, etc., ont été contrôlées, ont été détenues par des services de l'immigration sans justification, alors qu'elles n'étaient ni étrangères ni dangereuses. Donc ce qui est vraiment inquiétant, c'est que la Maison-Blanche, en fait, et l'administration adopte ce vocabulaire qui criminalise en fait toutes les personnes qui sont attaquées par ICE et finalement leur laisse entendre qu'ils ont tous les droits parce qu'on va affubler les personnes qui sont sur leur chemin d'un label qui permettra finalement de justifier ce qu'ils leur font. Bertrand Galichet. La réaction de l'administration Trump, au fond, elle est extrêmement clivante et elle est destinée justement à cliver et à séparer les deux camps de façon extrêmement claire. Je crois que ça fait partie d'une stratégie. Ça n'est pas du tout un hasard. Pour autant, il ne faut pas surinterpréter les réactions, même dans le camp républicain auquel on a fait allusion tout à l'heure. C'est vrai, elles existent et c'est vrai qu'il y a un questionnement chez certains républicains. Mais malgré tout, il y a quand même une base de soutien à Donald Trump. Et je crois qu'il ne faut pas faire du wishful thinking et penser que l'administration Trump est au bout de sa vie et que les élections de mi-mandat se traduiront nécessairement par un désastre pour Trump et pour ses amis. Pour vous, ça ne fragilise pas Donald Trump? Alors ça, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va savoir l'utiliser. Il commence déjà à utiliser ça de façon tout à fait inattendu pour nous dans nos esprits d'Européens où effectivement on aurait plutôt tendance à essayer de calmer le jeu, à demander une enquête, etc. avant de se prononcer. Là, c'est pas le cas du tout. Il incrimine. Mais le paradoxe aussi dans cette affaire, c'est que finalement, on a évoqué tout à l'heure les résultats de l'administration Obama sur les expulsions, ceux de l'administration Biden d'ailleurs qui étaient aussi assez éloquent. La grande réussite, entre guillemets, du point de vue de Trump sur la question de l'immigration, c'est pas tellement les expulsions, c'est le verrouillage des frontières. Au niveau de la frontière du Mexique, plus rien ne passe ou quasiment plus rien. Et au niveau des arrivées, notamment des Caraïbes, là aussi, il y a énormément de choses qui sont bloquées. En revanche, pour les expulsions, les chiffres ne sont pas spectaculaires du côté de ce qu'a réalisé Trump. Oui. N'oublions pas quand même de rappeler. Très rapidement. Oui, n'oublions pas de rappeler que les 2 personnes qui ont été tuées étaient des citoyens américains. C'était pas des migrants illégaux. C'est quand même très important de le redire. C'est-à-dire que cette traque aux migrants illégaux. La défense, a priori, absolument, mais ça veut dire que si vous réclamez juste, si vous venez au secours de personnes qui sont tombées, c'est ce que Thierry a expliqué tout à l'heure, ou si vous aidez à un moment donné un migrant, ne serait-ce qu'à connaître ses droits, si vous l'informez de ses droits devant cette police, vous risquez d'être tué. Il faut se rendre compte de ce que c'est et donc, je le répète, de la peur que ça vise à instiller dans la population, mais aussi dans les forces de police locales, parce que les forces de police locales, elles sont constamment au contact de cette population. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Partagez la vidéo. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Kik et Twitch. Mettez la cloche et je vous dis à la prochaine.